Dernière, dans l'indifférence la plus totale, une boutique de comics a fermé à New York, à Manhattan, sur l'île de Manhattan. J'imagine que les loyers doivent piquer un peu là-bas. Et elle a fermé, ils ont d'autres boutiques à Staten Island. Ils ont décidé de regrouper leurs activités et de faire en sorte que ça continue avec une voilure beaucoup plus réduite. Du coup, Internet s'est ému de cette fermeture parce que tous les gens ont dit « Ah, j'adorais cette boutique, j'aimais bien y aller, etc. » Et comme à chaque fois qu'une boutique ferme, les gens sont tristes, mais finalement passent à autre chose. Tout le monde a commenté cette fermeture. Et j'ai vu que Marc Millar, que je suis sur Twitter X, a lui aussi relayé cela. Et au lieu de pleurer la disparition de cette boutique, même si ça évidemment l'attriste, eh bien il pointe du doigt entre guillemets, les coupables. Et il rappelle un chiffre qui nous dit que aujourd'hui, en 2023, les comics américains mainstream, et quand je dis les comics américains mainstream, c'est-à-dire Marvel, DC, Image et tous les indépendants, donc tous les bouquins que vous trouvez dans les boutiques à Paris de VO, tous les bouquins que vous trouvez dans le catalogue Previews, ça représente 9% du marché de la bande dessinée aux États-Unis. C'est-à-dire que les comics qui sont pour nous évidemment qui suivons cette chaîne et qui l'animons et qui proposons des comics et qui parlons comics à longueur de journée, eh bien ces comics, ce marché ne représente que 9% du marché ce qu'on appelle graphic novel aux États-Unis et c'est alarmant, ce chiffre est alarmant puisque c'est un chiffre en chute libre, c'est un chiffre qui baisse depuis des années et c'est surtout un chiffre qui se montre à nous sans que personne ne fasse rien. On va en parler. Alors quand on dit 9%, eh bien c'est quoi le reste? Parce que c'est intéressant d'aller voir de quoi est composé ce marché de la bande dessinée aux États-Unis. Aujourd'hui, 9% c'est les comics, donc Marvel, DC et les autres, et 79% du reste, eh bien, ce sont les mangas. Les mangas ont grand remplacé, comme on dit, les comics partout dans le monde. En France, vous le savez, l'année dernière a été historique pour les mangas, et ça fait 20 ans que ça monte, même si cette année c'est en recul, hein, on parle de 25% en France. Eh bien, le marché reste très important. Et le marché, l'année dernière, des mangas était supérieur au marché de notre bande dessinée franco-belge que nous connaissons depuis toujours. 79% de mangas aux États-Unis, voilà le marché. C'est un phénomène mondial, c'est un phénomène de mode. Évidemment, les mangas, on aime ça, on a grandi avec, et il y a des séries qu'on suit et qu'on aime. Mais c'est étonnant et hallucinant de voir à quel point eh bien, les mangas ont attaqué et prédominé et ont mangé le marché américain. C'est quoi le reste? Parce que si on fait 79 plus 9, ça nous fait 88, il reste 12%. En gros, les 12%, alors il y a un titre qui est cité souvent et je suis allé me renseigner un petit peu parce que je ne le connaissais pas, qui s'appelle Dogman, qui est un titre jeunesse. Ça tire à 100 000 exemplaires à chaque nouveau numéro. C'est un véritable succès, c'est des millions d'exemplaires vendus. Donc c'est une série jeunesse, Dogman, et les autres séries jeunesse, parce qu'il y a des graphiques novels jeunesse qui sont comptabilisés dans ce marché. Donc quand vous allez dans des boutiques comme Barnes & Noble, que vous n'allez pas au rayon graphic novel, mais que vous allez au rayon jeunesse, eh bien vous avez des bandes dessinées pour enfants, eh bien elles sont comptabilisées dans ces 12%. Et donc 9% pour les comics que nous connaissons, 9% pour voilà, là il y a Daredevil numéro 1 qui est sorti, ou le Batman Gargoyles of Gotham de Raphaël Grandpa, et bien ça représente 9% du marché, que ce soit dans ce format-là, que ce soit dans les formats hardcover qu'on retrouve dans les boutiques comme Barnes & Noble justement, et qu'on retrouve donc dans les magasins un petit peu partout à travers les États-Unis, ce qui nous prouve que ce marché est complètement tout petit. Alors, pour comparer avec la France, parce que vous dites, ouais mais nous en France les comics c'est 4%, donc 9% c'est mieux. Non, il ne faut pas comparer comme ça. 9% c'est leur marché local, c'est le marché américain de comics américains vendus aux États-Unis. Donc nous en France il faut prendre le marché de la bande dessinée franco-belge qui représente autour de entre 40 et 50% en France selon les années. Avec la montée du manga, eh bien, la part de marché a énormément baissé, vous le savez. Mais on est quand même à 50% en France de production locale. Et imaginez en France si on n'avait plus que 9% de production locale. S'il n'y avait plus que Astérix, Gaston et Lucky Luke et le chat. Voilà. Ce serait dramatique et c'est dramatique aux États-Unis.
Ce que pointe Mark Millar dans son tweet, eh bien, c'est que le coupable et les coupables sont Marvel et DC qui, on l'a dit dans une autre vidéo, engrange des milliards sur le cinéma et sur les parcs d'attractions et sur les produits dérivés depuis des années, mais ne réinvestissent jamais et laissent filer cette poule aux œufs d'or et laissent mourir ce marché. Alors, oui, les comics, c'est fastidieux, il faut les faire dessiner, il faut payer un scénariste, un dessinateur, faut l'imprimer, faut l'envoyer avec des camions, dans des cartons, aux quatre coins des États-Unis, pour une marge ridicule. Moi j'ai rencontré l'année dernière aux États-Unis un éditeur, un tout petit éditeur de comics et qui me disait que les comics, fallait être motivé, il fallait vraiment être passionné, il fallait vraiment avoir la foi parce que sur un comics à 3,99 €, eh bien, une fois qu'on a tout payé, eh ben, il reste pas grand chose. Il reste vraiment pas grand chose. Cet éditeur, c'est celui de SourcePoint Comics qui a vachement aussi réduit la voilure depuis quelques années. SourcePoint Comics nous disait me disait, quand je les ai rencontrés au salon de licence de Las Vegas l'année dernière, que ils gagnaient de l'argent sur les variantes, ils gagnaient de l'argent sur les salons. C'est-à-dire que quand ils font un comics, ils ont fait par exemple, je sais pas si vous connaissez la Winchester House, qui est en Californie, vous savez, c'est la maison de la veuve Winchester, qui est une sorte de maison un peu hantée que j'ai visitée il y a une dizaine d'années, qui est super. Mais ils en ont fait une histoire un peu horrifique, un comics d'horreur. Le comics s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires à travers le circuit normal, ils ont gagné des centimes, et là où ils ont gagné de l'argent, c'est en faisant des variantes cover qui étaient vendues en convention. C'est le seul moyen pour eux de gagner de l'argent. Donc il y a véritablement un problème aujourd'hui parce que produire un comics, eh ben, ça coûte cher et ça rapporte très peu. Et c'est pour ça que les grands studios se sont désintéressés. Quand Warner a racheté il y a 40 ans DC Comics et quand Disney a racheté il y a 10 ans Marvel, c'était pas pour éditer des bouquins, c'était pour récupérer les personnages et en faire des films et des dessins animés et des produits dérivés. Alors il faut quand même une base, comme partout, il faut maintenir cette base et ils la maintiennent, ils ne font que ça d'ailleurs, ils maintiennent vivants des titres et des personnages parce que aux États-Unis le droit d'auteur et le copyright sont assez différents, c'est assez différent, c'est pas la même chose qu'en France. Pour dire que ça vous appartient, il faut l'exploiter. Par exemple, si demain DC arrête de publier Watchmen, eh bien les droits de Watchmen reviennent à Alan Moore. Donc c'est pour ça qu'ils continuent de publier Watchmen. Bon, après c'est un énorme succès, ils en ont vendu des millions, donc ils auraient tort de s'arrêter et ils auraient tort de ne pas s'en occuper. Donc les comics, ils les maintiennent en vie, c'est un vivier de scénario, on l'a déjà dit. Si un scénariste peut créer un personnage comme le Winter Soldier et qu'ils peuvent en faire 3 films et une série télé, et ben ils le font, comme ça ils n'ont pas à payer de droits. C'est un vivier, voilà, ça permet d'adapter plus ou moins bien Civil War, Secret Invasion, Secret Wars. Ça permet d'adapter tout ce qui est déjà sorti depuis 70 ou 80 ans à moindre frais. Ce que souligne Mark Millar dans son tweet, c'est la non-action de Marvel et DC qui laisse mourir leur réseau de distribution, qui laisse mourir les bouquins et il ne comprend pas que, alors que ces héros n'ont jamais été aussi populaires, quand on voit que les Gardiens de la Galaxie que personne ne connaissait il y a 10 ans sont hyper populaires, que les films ont cartonné, que Iron Man, qui était un héros de seconde zone chez Marvel pendant des années, est devenu le héros numéro 1 au cinéma, que les Avengers, qui étaient un peu les mal-aimés chez Marvel dans les années 90 et 2000, et qui sont redevenus cool avec l'arrivée des New Avengers de Bendis et de Ultimates de Mark Millar au milieu des années 2000. Quand on voit que ces personnages étaient un peu ringos et un peu oubliés, qui sont devenus super cool et super populaires et que tous les gamins à Halloween ont des costumes des Avengers et que tous les gamins ont des figurines ou des jeux vidéo avec ces personnages, eh bien on se rend compte de la popularité de ces héros et en fait, une nouvelle fois, eh bien, la personne qu'on oublie, le grand oublié, eh bien c'est le comics. C'est le comics dans lequel Marvel et DC n'investissent quasiment plus. Ils font le strict minimum pour les maintenir en vie, sans se soucier de ce qui se passera demain, parce qu'ils s'en foutent. Il suffit de faire un film. Un film qui rapporte 1,5 milliard rapportera toujours plus que de sortir 1500 comics à 3,99, vous voyez, qui seront vendus à 10, 20, 30 000 ou peut-être 50 000 exemplaires si c'est un succès. Ils ont clairement abandonné le marché. Marvel se fout complètement de ces héros, parce que les dessins qui servent de couverture servent seulement à faire des mugs et des t-shirts vendus chez Primark
et H&M, il y a un vrai problème de qualité et puis il y a un problème de talent. Il y a un problème de talent, c'est-à-dire que les talents sont partis. Alors certains talents sont partis prendre le chemin de la dépense pour essayer de gagner un peu d'argent sur leur travail. On avait parlé, Brubaker, Mark Millar, Rick Remender, etc. Mais les talents et les artistes, il y a des artistes qui soit ne dessinent plus, parce que, bon, certains ont vieilli, mais ils ont pris des fonctions de direction. Jim Lee, il dessine plus, il est patron de DC, il a son salaire qui tombe parce qu'il dirige DC, mais à la base c'était un dessinateur. Joe Quesada, pendant des années, il a dirigé Marvel et il n'a pas dessiné. Donc parce que ce sont des postes voilà, avec un contrat, avec un CDI, avec des avantages, avec une mutuelle, avec un salaire qui tombe tous les mois, avec il n'y a plus ce risque où il faut bosser, cet ultra-libéralisme où si vous arrêtez de dessiner des pages, le mois suivant, vous n'avez plus d'argent. Tout simplement. Il y a certaines stars d'hier qui sont parties faire autre chose, qui sont parties travailler dans le cinéma, qui sont parties travailler dans les jeux vidéo. De temps en temps, je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, certains artistes qu'on aimait beaucoup dans les années 90 ou 2000. Steven Platt, qui faisait Prophète, il bosse dans les jeux vidéo. Joey Madureira, il bosse dans les jeux vidéo. Jeff Matsuda, il bosse dans l'animation. Talen Caldwell, vous vous souvenez, c'était le petit protégé de Michael Turner. Il avait dessiné du Phasm, il avait dessiné le 2e volume de Phasm. Il était super doué, Talen Caldwell. J'adorais ce qu'il faisait. Talen Caldwell, il est parti bosser chez Marvel Animation. Il est lead animator, il bosse tout autant, mais au moins il a un contrat, un salaire et il a toutes les garanties de mutuelle qu'il a le droit d'avoir. Donc il y a vraiment problème de conditions et d'argent dans ce métier, puisque je vous l'ai dit, un comics ça coûte cher à fabriquer et un comics ça rapporte pas grand chose, parce que si vous vendez seulement un comics à 10 ou 20 000 personnes, eh bien personne ne deviendra riche et la somme de travail, d'investissement qu'il faut faire pour y arriver est trop grosse. Mark Millar l'a compris. Il a eu beau lui avoir des succès énormes avec des séries comme Magic Order ou Jupiter's Legacy ou Kick-Ass qui a cartonné à l'époque ou toutes ses premières séries Wanted et compagnie. Il a fini par vendre ses personnages à Netflix, au moins parce qu'il a pris un gros chèque, parce que ce n'est pas possible de continuer. Donc là, il fait la promotion des comics qu'il scénarise comme Ambassador, comme Big Game, comme Nemesis Reloaded, mais il les écrit, il les soutient, il les aime et il le fait avec talent et il le fait avec passion, mais il a moins l'épée de Damoclès de se dire que si jamais il y a un titre qui ne vend pas, il va bouffer des patates, quoi. Le problème des comics, c'est qu'ils ont été créés sur l'exploitation et l'appropriation. Les comics ne peuvent pas exister autrement que sur le fait qu'on paye mal les gens et sur le fait que il n'y a aucun droit. C'est comme ça que Marvel a bâti un empire, c'est comme ça que Warner a bâti un empire. Les gens qui ont créé les héros ne touchent pas de droits, ils ne touchent pas de droits d'auteur, ils ne touchent pas de royalties, ils ne touchent pas de droits résiduels, c'est-à-dire que on a beau rééditer, je me souviens de Paul Jenkins que je connais, qui avait vu que Sentry était réédité chez Marvel et Inhumans, les Inhumans ils ont réédité les deux et c'est ressorti chez Panini également. Il n'a jamais reçu le moindre exemplaire alors qu'il y a son nom dessus, il n'a jamais touché le moindre chèque de royalties. Ça fait 20 ans qu'il réédite tout ça chez Panini dans toutes les langues et chez Marvel en anglais, ces titres. Et lui ne touche pas d'argent. Mais les comics ont été créés sur cette exploitation parce que le tarif à la page a toujours été ridicule. Moi je me souviens quand je regardais, je m'étais renseigné il y a quelques années chez Dynamite, on se demandait pourquoi les comics n'étaient pas bien dessinés, vous savez, quand vous achetiez du Red Sonja ou des trucs comme ça, parce que chez Dynamite il y a quelques années, et je vous parle avant le Covid, c'était 80 $ la page, 80 $ la page pour un dessinateur, c'était rien du tout. C'est en fait, ce marché n'a été basé que sur le fait de... On paye mal les artistes. Arthur Adams, sur Longshot, il a été payé 30 $ la page, un truc comme ça, rendez-vous compte. Alors 30 $ dans les années 80, c'était un peu plus qu'aujourd'hui. Mais quand même, c'est pas beaucoup. Il n'a aucun droit sur ce personnage qu'il a créé. Donc c'est pour ça que les auteurs sont partis, et c'est pour ça que les gens ne restent pas dans les comics, parce que soit on devient très riche comme Jim Lee, ou Mark Millar, ou des gens comme Robert Kirkman, parce qu'il n'y a pas de problème, ils sont richissimes, soit on tire le diable par la queue. Todd McFarlane aussi a très bien réussi, mais il vend beaucoup plus de jouets, Todd McFarlane, que de comics. Il vend des figurines, c'est un fabricant de jouets, et il a eu raison de se lancer là-dedans il y a 30 ans, il a eu raison de lancer McFarlane Toys, parce que c'était évidemment l'avenir. Quel est l'avenir pour les comics aux États-Unis si les éditeurs ne veulent pas investir ni de publicité ni de
le marketing, ni dans la création des titres, ni donner aux auteurs ce qu'ils doivent pour produire eh bien, ce qu'ils produisent. Comment vont-ils faire pour vendre des comics? Est-ce que ça les intéresse, Marvel et DC, ou est-ce qu'ils s'en foutent? Ils se disent que de toute façon, aujourd'hui, il suffit de sortir un film pour se rembourser de tout ça. Il continuera à faire vivre les personnages dans des comics qui sortiront on ne sait où d'ailleurs, parce que si le réseau des comic shops dans les années à venir... Alors ça fait 20 ans qu'on prédit la mort des comic shops aux États-Unis. Déjà, quand j'étais aux États-Unis en 2000 et 2001, eh bien, il y avait des boutiques qui fermaient. Il y en a toujours eu, hein, c'est la vie du commerce. Il y a des boutiques qui ouvrent et des boutiques qui ferment. Mais aujourd'hui, la sonnette d'alarme vient d'en haut. C'est-à-dire que comment en France, déjà qu'on a des problèmes, que le marché du comics américain c'est 4% du marché et qu'il y a un problème de visibilité, qu'il y a un problème de compréhension, qu'il y a un problème de beaucoup de choses. Et comment faire pour... relancer les comics en France si aux États-Unis il n'y a aucune volonté de le faire et si il n'y a aucune impulsion depuis la base et depuis ces grandes maisons qui possèdent aujourd'hui ces personnages. Finalement, que Marvel ait été vendu à Disney et que DC ait été vendu à Warner, on pensait que c'était des bonnes nouvelles parce qu'ils auraient des moyens. C'est ce qui s'est passé avec le cinéma. Regardez la production value de Iron Man 1 et de Avengers Endgame ou Infinity War. Moi j'adore la saga, hein, je ne juge pas, mais en termes de qualité d'image, Iron Man 1, il y a 2 décors, il est dans une sorte de garage où il fait un peu de technologie. C'est génial parce que c'était les débuts et qu'il fallait bien commencer quelque part. Mais quand on voit aujourd'hui comment l'image a évolué pour être assez uniformisée, parce que Marvel Studios évidemment a une image assez, une photographie etc. qui est un peu toujours la même. L'univers a sacrément grandi, donc les moyens ils ont été mis dans ces films mais ils n'ont pas été mis dans les comics parce que les comics, eh bien ça n'intéresse malheureusement absolument personne, même pas les propriétaires des licences. Comme je vous ai dit, on aurait pu penser que Marvel allait injecter quelques millions dans la production de comics, eh bien ils l'ont pas fait. Ils continuent à la petite semaine à bricoler et à espérer que les vieux fans retournent acheter des mini-séries sur Wolverine par Chris Claremont à Madripoor comme il y a 30 ans, puisque on va refaire revenir Wolverine à Madripoor, hein, puisque ça avait l'air d'avoir marché il y a 30 ans. Donc il faut que les vieux lecteurs qui aiment bien regarder du John Romita sur Spider-Man soient contents, et surtout pas essayer de séduire les lecteurs qui se régalent à lire 79% de manga aux États-Unis. Mais moins de 10% pour la production locale, c'est dramatique, c'est inquiétant et c'est tout simplement un changement d'époque. Alors j'ai tendance à dire qu'on ne lit pas la même chose que nos parents. Nos parents lisaient mais des bandes dessinées classiques, hein, des choses que je ne lis pas aujourd'hui, du Black et Mortimer et des bandes dessinées un petit peu poussiéreuses à mon humble avis, sans jugement. Moi j'ai eu mes propres héros, j'ai lu du comics, mes enfants lisent du manga, voilà, on ne lit pas la même chose que nos parents, on ne lit pas la même chose que nos enfants, et nos enfants liront certainement d'autres choses. Et mon fils, qui reprendra la chaîne dans 10 ans, fera des vidéos certainement dans 20 ans, 10 ans, le marché du manga, ce n'est plus que 4%, rendez-vous compte, il y a un nouveau marché qu'on ne connaît pas encore, qui a réussi à tout bouffer, et c'est dramatique, que va-t-on lire dans 30 ans? Voilà, il fera la même chose. C'est ça aussi, transmettre. C'est transmettre les codes de sa vidéo YouTube, de sa chaîne YouTube, pour que ça continue longtemps et pour qu'on continue à parler comme ça fort et à analyser ce marché des comics qui nous passionne. Je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir cette chaîne, c'est d'acheter des comics sur originalcomics.fr en lien en descriptif de la vidéo, que la meilleure façon de montrer votre passion, eh bien, c'est de lire et commenter, partager. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse du marché. Je prends un plaisir fou à faire ces vidéos et j'espère que vous prenez autant à les regarder. Salut!